Comme chaque année, il me dit on aimerait bien que tu nous parles d'anatomie. Donc il me fait le coup chaque année, et donc il dit je vais essayer de lui et de vous intéresser avec une anatomie qu'on pense être très connue. Je pense qu'elle l'est, mais elle n'est pas connue de la même façon par les chirurgiens, par les médecins, bien sûr, tout particulièrement les gastro-entérologues. Et donc on va aller très vite sur l'anatomie, on va dire, conventionnelle. Pour aborder des notions dont vous avez peut-être moins l'habitude, c'est l'embryologie, l'anatomie comparée, comment l'homme est arrivé à avoir un estomac en fonction de l'alimentation tel qu'il est fait. Et puis je survolerai un peu l'estomac à travers les littératures, et l'estomac à travers l'histoire, et l'estomac à travers la psychopathologie. Donc on va aller, vous allez voir, donc on va aller très vite sur l'anatomie conventionnelle. Ça, c'est l'anatomie que connaissent les chirurgiens. Quand ils ouvrent le malade, qu'ils l'ouvrent ou qu'ils ne l'ouvrent pas, d'ailleurs en endoscopie bien entendu, l'image est la même, de l'estomac in situ. Je ne vous le décris pas, vous le connaissez tous, en sachant que sa morphologie peut être différente selon le morphotype du sujet. L'intérieur, ça c'est le monde du gastro-entérologue. C'est par là qu'il aborde l'estomac, c'est là qu'il y voit cette muqueuse exubérante, et je ferai quelques focus sur ces problèmes de muqueuse et de ces zones frontières, celles dont on vient de parler. La musculature, cette musculature qui est très particulière, car pour un tube digestif, il existe 3 couches musculaires, et non pas 2, comme partout ailleurs, probablement en rapport avec la fonction de l'estomac. Là, vous avez ici les 3 couches de l'estomac, donc la longitudinale que vous venez de voir, la circulaire, et puis cette oblique qui fait ce que les anatomistes, Helvétius, avaient ici appelé la cravate d'Helvétius. Et ça, c'est la couche oblique, c'est elle d'ailleurs qui forme l'angle de His, enfin que His avait décrit. L'histologie, là aussi, on va aller très très vite. L'histologie est différente selon les régions de l'estomac, et vous allez voir que justement dans ces zones frontières, c'est ce qui va amener à ces conflits vers quelques ulcères, bien entendu, la pathologie et voire la cancérisation. Je passe très vite. Ça, c'est ce que connaît aussi le chirurgien, et les rapports de l'estomac avec, en particulier à travers ce qu'autrefois on appelait l'arrière-cavité des épiplombes, si je trouve, voilà, en arrière à la face postérieure de l'estomac, les rapports avec la face antérieure du pancréas. Ça intéresse le chirurgien, il faut savoir qu'il sache où c'est. Ça intéresse aussi le gastro-entérologue et les co-endoscopistes en particulier. Ce sont ces rapports qui vont faire naître, entre autres, les co-endoscopies du pancréas. Je vais faire un petit focus sur la jonction cardio-œsophagienne, parce que c'est une jonction qui nous intéresse, alors, les 2 spécialités, en particulier à travers la hernie hiatale sur cette vue endo-abdominale. Bon, elle va se faire à travers cet orifice-là, qui est l'hiatus œsophagien, et cet hiatus œsophagien que certains voient entre les 2 piliers du diaphragme, et qui n'est pas entre les 2 piliers du diaphragme. La dite suture des piliers du chirurgien, ça n'existe pas. Tout simplement parce que c'est exceptionnel d'avoir cette disposition, c'est-à-dire avoir un hiatus œsophagien symétrique par rapport à des fibres musculaires qui viendraient autant du pilier droit que du pilier gauche. En effet, si le pilier droit est plus puissant que le pilier gauche, c'est tout simplement parce que l'aorte, qui elle passe en arrière, passe ici, entre le pilier droit, voilà le pilier droit du diaphragme, voilà le pilier gauche. C'est pas ça qu'on va suturer quand on fait une cure de hernie hiatale, au moins de reflux gastro-œsophagien. La disposition la plus fréquente, c'est celle que vous avez en haut, je vais essayer de retrouver cette flèche, là voilà. Le hiatus œsophagien est issu quasi exclusivement du pilier droit. Et là surtout au chirurgien que je parle, là, surtout, c'est quand on fait un rapprochement des piliers du diaphragme, ce ne sont pas les piliers du diaphragme,
Et de toute façon, ce sont les fibres musculaires de l'hiatus œsophagien issues que du pilier droit. Et ça, je pense que c'est, surtout en particulier dans les grandes ouvertures de cet hiatus œsophagien, de ne pas vouloir absolument fermer cet orifice par en arrière, car cet orifice n'a pas été fait pour ça. Il vaut mieux le suturer en haut et à gauche. La structure de cette... là aussi, qui oppose quelquefois les médecins et les chirurgiens. Le passage de l'œsophage à travers le diaphragme, plus ou moins retenu par des structures fibreuses, plus ou moins reconnues par les chirurgiens, par les anatomistes, en particulier la membrane de ce qu'on appelle l'Emer-Barthéli, qui va fixer vers le haut et vers le bas ce double cône, qui permet d'ailleurs la mobilité de l'œsophage à travers l'hiatus œsophagien, qui n'est pas un orifice mais un canal, mais qui va, aller plus vite, qui va opposer 4 spécialités, qui fait que la jonction cardio-œsophagienne n'est pas au même endroit. Si on s'adresse à, comme vous l'avez ici, sur cet article de Langelaki, vous avez l'endoscopiste qui voit là la limite, qui est une limite, la ligne Z, autant dit, qui est une limite muqueuse, visuelle, entre la muqueuse pavimenteuse, enfin non kératinisée de l'œsophage, et puis celle qu'on considère de l'estomac. Alors que ce n'est pas l'estomac, enfin, c'est bien déjà l'estomac, mais c'est une muqueuse particulière, avec ce que les histologistes appellent la zone transitionnelle, parce que c'est une transition. Celle du chirurgien qu'il voit en regard du diaphragme, celle de l'anatomiste qui voit plus bas au niveau de l'angle de vis, et celle du radiologue, là aussi, même si on ne fait pratiquement plus de TOGD, ne voyez pas du tout au même endroit cette jonction cardio-œsophagienne. Je vous fais l'anatomie telle que je la ferai à des étudiants, enfin, rassurez-vous, moins vite. La vascularisation artérielle, j'y reviens pas, on en parlait avec Francis Michaud, avec la nomenclature, il y a une artère gastrique droite et une artère gastrique gauche, n'en déplaise aux amateurs de la coronaire stomachique, qui n'existe pas, qui n'existe que pour les Français. Un petit focus sur le passage de l'artère gastro-duodénale ici, en arrière du duodénum, et qui nous fait trembler, même si ces ulcères, on les voit de moins en moins souvent, et que vous êtes amené aujourd'hui à clipper. Mais je n'ai pas... Monsieur Jérémy, voilà. Là, elle passe en arrière. Nous, on n'en opère pratiquement plus. Mais qui vous fait trembler à la face postérieure, parce que c'est une artère qui est ouverte à plein canal. La vascularisation veineuse, allez, je vais aller plus vite, juste pour vous rappeler qu'elle dépend entièrement du système porte, sauf dans cette zone frontière où le système porte va être mis en contact avec le système cave, c'est-à-dire le système azygos, à travers l'œsophage inférieur. Les lymphoneux, le système lymphatique, je ne vais pas m'étendre sur les territoires lymphatiques comme on le faisait il y a une trentaine d'années. En fait, c'est totalement illusoire de vouloir, dans un système lymphatique diffus, de vouloir y trouver des limites. Ah, ça m'intéresse beaucoup plus. L'innervation de l'estomac. L'innervation de l'estomac, elle est à la fois, bien sûr, neurovégétative. Vous verrez que c'est comme ça que mon exposé va se terminer. Neurovégétative avec cette balance sympathique et parasympathique, avec une prédominance du parasympathique, c'est-à-dire des nerfs vagues, et tout particulièrement au niveau de cette jonction, justement, cardio-œsophagienne. Vous avez ici, bien sûr, le système parasympathique par les vagues, le système sympathique qui arrive au niveau des ganglions semi-lunaires, le mélange des informations et l'innervation de cette région-là qui va faire la continence. Embryologiquement, il faut vous rappeler que cette anatomie que je viens de vous décrire, elle s'est modelée selon l'évolution embryologique d'un embryon sagittal que vous avez ici à gauche, et d'un estomac avec une... alors on n'appelle pas ça encore grande courbure ni petite courbure, mais l'une est antérieure, l'autre postérieure, et qui va du fait du foie qui prend une telle extension dans l'hypocondre droit, va retourner en quelque sorte cet estomac pour en faire
une structure digestive, dilatée, vous allez voir, ce n'est pas le cas dans toutes les espèces, orientée de droite à gauche avec une petite courbure à droite et une grande courbure à gauche. Comment on en est arrivé là? Alors je suis parti loin, je suis allé la chercher loin, chez les insectes, chez cette très belle abeille qui a deux systèmes digestifs, car les espèces vont s'adapter à leur fonction et à leur alimentation. En effet, alors pourquoi l'abeille domestique, l'apis mellifère, par rapport au miel, bien entendu, parce que dans deux systèmes digestifs, il y en a un qui lui sert à se nourrir et l'autre à faire le miel, justement, par rapport à ce qu'elle ingurgite. Et les deux sont indépendants. Je fais quelques raccourcis par rapport à l'évolution. Là, on passe chez les poissons. Plusieurs types de poissons. Ça, c'est un type de perche, ou cette perche disséquée, qui montre au-delà d'un œsophage qui est pratiquement inexistant, eh bien, déjà une structure un peu dilatée, avec même ce qu'on appelle le sécom pylorique. Vous allez voir, on est déjà à la fragmentation de cet estomac qui va prendre sa plus grande importance au niveau des ruminants, nous allons le voir, et à tel point donc on parle de sécom. Parmi les poissons, vous avez les chondrichthyens. Le chondrichtien typique, c'est celui que c'est les dents de la mer, hein. C'est le requin. Et on sait que ces animaux peuvent ingurgiter, vous le savez, tout particulièrement à La Réunion, malheureusement, des quantités extraordinaires. Donc, voilà cette poche gastrique. Et puis ensuite, vous avez un intestin qu'on ne va pas retrouver chez les reptiles. Allez, parce qu'il y a deux types de reptiles. Vous allez voir, il y a les types serpents et puis les types crocodiles. Le serpent, tout le monde, vous voyez ce superbe cobra, ben, l'estomac, il est en continuité. Vous l'avez ici en numéro, voilà, vous avez l'œsophage, en numéro 3, ici en numéro 7, l'estomac, mais tout ça est dans l'axe de l'animal. Et puis ensuite, ben, regardez, vous avez l'intestin grêle qui lui suit, numéro 11, et ça suit. C'est un peu plus, comment dire, un peu plus dilaté chez le crocodile. Je vous montre, n'ayez pas peur. Ce pauvre vétérinaire de 38 ans, d'un zoo de Taïwan, était très inquiet parce que son crocodile préféré ne mangeait plus depuis 8 jours. Et donc il est rentré dans la fosse et lui a essayé de lui faire une petite injection parce qu'il aimait beaucoup son crocodile, une petite injection d'anesthésique. Et l'animal s'est retourné et lui a arraché l'avant-bras. Alors, bien heureusement, il ne l'a pas avalé. Celui-là n'est pas allé jusqu'à l'estomac. Je parle de l'avant-bras et de la main. Grâce au gardien qui lui a mis 2 petites balles dans la nuque à l'animal en question, qui l'a à peine effrayé, puisqu'il va survivre. Le vétérinaire aussi va survivre, et même, vous l'avez ici, après la retransplantation de son avant-bras. N'ayez pas confiance aux reptiles, tout particulièrement ceux-là, car neuroanatomiquement parlant, il est impossible, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Tiens, la prochaine fois, je pourrais t'expliquer pourquoi on ne peut pas, parce que neuroanatomiquement, il n'a pas tout ce qu'il faut là-haut pour être reconnaissant. C'est le système de la reconnaissance vis-à-vis de son soin. Mais ceci étant, l'absence de reconnaissance vis-à-vis des autres n'appartient pas qu'aux reptiles. Quand les poissons en question se sont retrouvés en milieu aérien, ils avaient 2 possibilités de rester sur Terre, et c'était des reptiles, soit de s'envoler, et c'est la classe des oiseaux. Et les oiseaux, nous revenons à notre estomac, eh bien, ils sont beaucoup de variétés, mais c'est très particulier parce qu'il va segmenter son estomac. Il va le segmenter à travers des œsophages que vous avez ici, ce qu'on appelle le jabot. Le jabot, c'est un diverticule de l'œsophage, un peu ce que pourrait être notre ampoule épiphanique. Puis ensuite, il se divise en 2 avec un proventricule et le gésier. Le proventricule, c'est on va dire un estomac enzymatique, et l'autre, c'est un estomac musculaire. Et vous avez tous mangé du gésier avec une épaisseur de musculeuse énorme, d'ailleurs à tel point que les oiseaux ingurgitent des cailloux
de façon à renforcer l'activité de ce muscle. Alors on va passer aux mammifères. Chez les mammifères, vous avez donc en fonction de leur alimentation, chez les herbivores, il y a deux types d'herbivores, les ruminants et les non-ruminants. Le cheval et les équidés sont des non-ruminants. Et si vous regardez, non pas le cheval, mais son anatomie, vous voyez que cet estomac ressemble étrangement au nôtre. Et pourtant, c'est un herbivore. Et je finirai par, vous verrez, la structure histologique qui est très différente. Et pourtant, ce n'est pas un ruminant. Et le problème d'un herbivore, c'est de digérer la cellulose. Et la cellulose, chez les équidés et d'autres mammifères non ruminants, eh bien, elle va être digérée, non pas en ruminant, mais en allongeant, on va dire, en ayant un sécom extraordinairement long. Et la cellulose arrive, sédimente en quelque sorte, et séjourne dans le sécom, et c'est là que la cellulose est. Et ça, eh bien, c'est l'objet de l'activité chirurgicale, parce que c'est comme ça que ce sécom aussi grand est devenu un appendice. Et si nous, on a un appendice et qu'on n'est plus herbivore, et que ce sécom très grand, qui était là pour digérer la cellulose, eh bien, n'avait plus de fonction. Donc il a disparu. Et on le sait très bien, nous les chirurgiens, que cet appendice, il est au bout des trois bandelettes de Taeniacobie, les bandelettes du côlon, tout simplement parce que c'est la régression du sécom des herbivores non ruminants. À tel point que Jean Rochefort invite quelquefois son cheval à dîner avec lui, comme quoi, l'alimentation humaine et l'alimentation du cheval peuvent être réunies. Les ruminants, bien, la cellulose, ils ont la nécessité que les aliments, donc l'herbe, eh bien, aillent dans une première poche, qui est la panse, qui s'appelle en latin rumen, d'où le nom ruminant, puis ensuite passer dans le bonnet, et tout ceci remonte à travers l'œsophage dans la cavité buccale pour être redigéré, parce que le vrai intestin d'un ruminant, c'est la caillette. Il n'empêche que là aussi, eh bien, c'est divisé en deux. Alors ça peut être beaucoup plus compliqué, parce que voilà le mouton, et je vous demande, les gastroentérologues, de ne pas vous plaindre avec nos malades humains. Vous imaginez le travail que vous auriez à faire à vous perdre. Déjà, quelquefois, ça arrive. Mais alors là, chez le mouton, pas ça. J'en termine bientôt. La structure histologique différente selon les espèces. Vous avez l'homme à gauche. Et vous avez ici l'œsophage, donc avec une muqueuse œsophagienne, donc une muqueuse straticiée non glandulaire. Ici, vous avez la muqueuse cardiale, qui est une muqueuse particulière avec sécrétion de bicarbonate et sécrétion de mucus. Et c'est pas par hasard, parce que c'est le tampon, cette région-là fait le tampon entre un œsophage qui n'est pas fait pour avoir de l'acidité, et ce qui est au-dessous, avec l'hyperacidité du fondus. Vous avez donc en blanc la grosse tubérosité et le fondus et le corps de l'estomac avec la structure classique, et puis ensuite vous avez l'antre avec des structures histologiques différentes, et en particulier avec l'apparition des cellules entéroprovinphines, c'est-à-dire des cellules endocriniennes. Vous voyez que le chien est à peu près identique. Ce qui m'intéresse, c'est le cheval. Je reviens à mon cheval. Vous voyez l'importance, pratiquement la moitié de l'estomac est occupée par une muqueuse straticiée squameuse non glandulaire, autant dire comme si c'était la prolongation de l'œsophage. Et il existe exactement aussi une muqueuse dite cardiale, mais là on n'est pas au cardial, enfin de notre cardial anatomique. Puis ensuite, et cette zone bleue que vous avez ici chez le cheval porte le nom de margo plicatus, donc une marge pliée, d'ailleurs à tel point que le cheval en question peut avoir l'apparence de deux estomacs. Et les ulcères chez le cheval, eh bien, ils vont apparaître ici, en plein milieu de l'estomac, au niveau du margo plicatus, tandis que chez nous, les ulcères, enfin tout au moins les ulcères du cardiaque, au même endroit que le cheval,
à la zone frontière entre la muqueuse cardiaque et la muqueuse, on va faire plus simple, œsophagienne. Quand vous voyez donc un autre herbivore, revenons à la vache, vous voyez que, en fait, et en particulier le rumen, n'est rien d'autre que la prolongation de l'œsophage. Alors, je voudrais terminer par donc quelques considérations. Alors, la considération d'abord historique. Regardez cette position de Napoléon Ier, bien sûr, vous avez reconnu. Et on s'est toujours demandé si Napoléon Ier avait des gastralgies ou si c'était une position de bienséance. Cette position bien connue, reconnue dans tous les... on y a vu même les prémices de la mort de l'empereur d'un cancer de l'estomac. Alors que probablement il n'est pas mort d'un cancer de l'estomac. Son père était mort d'un cancer de l'estomac, pas Napoléon Ier. Il serait probablement mort, alors soit des bienfaits du somno, soit d'une tuberculose gastrique perforée. Et c'est M. Pedignelli, que les chirurgiens connaissent ici, chirurgien corse, c'est-à-dire de la même région que l'empereur, qui nous avait expliqué ça un jour de congrès de chirurgie, avec des sanglots dans la gorge. Pourtant, probablement, il s'agit là d'une position de bienséance, car à l'époque, les vêtements, tels que vous le voyez, avec un pantalon qui remonte très haut et un petit gilet, eh bien, comme ils ne savaient pas quoi faire de leurs mains, parce qu'il n'y a pas que Napoléon qui se tenait comme ça, chez un droitier, eh bien, il mettait sa main dans son petit gilet. La deuxième, alors on remonte un peu dans l'histoire, c'est l'estomac et la littérature. Oui, Jean de La Fontaine a fait une fable qui s'appelle « Les membres et l'estomac ». Alors j'en ai pris qu'une petite partie, de travailler pour lui, les membres se lassant, chacun d'eux résolu de vivre en gentilhomme, sans rien faire. Et pour lui, un gentilhomme ne foutait rien. Alléguant l'exemple de Gaster, comme l'estomac, qui ne fait rien, qui ne fait que, soi-disant, s'alimenter. Chaumont, vous voyez comment c'est écrit à l'époque, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre, comme si c'était un métier. Aujourd'hui, on se demande. Cela fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt, les pauvres gens tombèrent en langueur, il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Donc cet estomac, il est quand même très utile. Il est très utile et il est peut-être encore plus utile qu'on ne pense. Je vais vous livrer quelques expressions. Avoir de l'estomac, c'est être courageux. Et courageux, c'est avoir du cœur. Confusion entre le cœur et l'estomac. Et je vais venir au siège de l'âme. Et pourtant, avoir mal au cœur, c'est avoir mal à l'estomac. C'est-à-dire avoir envie de vomir. Le siège de l'âme, sur toute l'histoire, a été retrouvé dans beaucoup d'endroits de l'organisme. Je m'arrêterai juste au XVIIe. Au XVIIe, parce que c'est au XVIIe que ces alpinos, qui étaient de l'école péripatéticienne, qui n'ont rien à voir avec ces dames qui, autour des gares, exercent un métier vieux comme le monde. C'est ce qu'on appelait l'école péripatéticienne. Voyez le siège de l'âme au niveau de l'estomac. Et en particulier Van Helmont, le miroir Van Helmont, c'est le centre phrénique, qui disait que l'âme était dans la partie supérieure de l'estomac, appelée vulgairement le cœur. Et si, dans notre pratique, que ce soit les médecins ou les chirurgiens, on s'est rendu compte que la pathologie gastrique, la pathologie du reflux gastro-œsophagien, qui a probablement de moins en moins besoin, et tout particulièrement des chirurgiens, est l'expression même d'un dysfonctionnement cortical qui fait que quand le cortex contient le système neurovégétatif, eh bien vous êtes bien. Si vous êtes moins bien, le stress, c'est-à-dire un cortex qui lâche sa pression et sa suprématie sur le système neurovégétatif, eh bien vous voyez apparaître des signes qui habituellement ne le sont pas. C'est pour ça que moi je vois dans cet estomac, eh bien l'expression des dysfonctionnements de notre cortex, et pourquoi c'est lui qui est le plus bruyant par rapport à tous les autres viscères,
c'est probablement parce que c'est lui qui sécrète le produit biologique le plus bruyant, qui est celui de l'acidité gastrique.